Au dîner de Noël, ma sœur a cassé tous les cadeaux d'anniversaire de mon fils pendant que tout le monde riait, alors mon père a retiré son alliance et a dit 4 mots qui ont changé notre famille à jamais. J'ai regardé ma sœur Clara broyer le dernier des cadeaux d'anniversaire de James sur le sol en marbre avec le talon de son escarpin Louis Vuitton. Et tout le monde dans la pièce a ri comme si elle venait de livrer la chute de la blague la plus drôle du monde. Mon fils avait 7 ans et il attendait avec impatience le réveillon de Noël au domaine de mes parents dans les Palisades depuis des semaines, car nous y célébrions toujours son anniversaire de décembre, entouré de notre famille, ou du moins de ce que je m'étais convaincu être une famille. La voiture télécommandée Tesla qui m'avait coûté $400 n'était plus qu'un amas de circuits imprimés et de plastique brisé. Le coffret d'architecture Lego en édition limitée gisait en morceaux sur le tapis persan que ma mère avait fait venir d'Istanbul il y a 3 ans. Même les fournitures d'art, les crayons de couleur carandache que j'avais commandés spécialement de Suisse parce que James adorait dessiner, étaient cassés en deux et jetés comme du petit bois dans la cheminée où un feu crépitait avec une gaieté obscène. James se tenait figé à côté de moi, sa petite main écrasant la mienne, son visage faisant cette chose que font les visages d'enfants juste avant de s'effondrer complètement, cette compression tremblante des traits qui précède le déluge. Mais il n'a pas pleuré. Il a juste regardé sa tante avec ses énormes yeux bruns qui ressemblaient exactement à ceux de son père avant que Marcus ne meure. Avant que le cancer ne le ronge comme de l'acide, avant que je ne devienne la veuve que tout le monde plaignait et que personne n'aidait vraiment. Clara riait si fort qu'elle a dû se stabiliser contre le canapé en cuir blanc, son champagne se balançant dans sa flûte en cristal. Et ma mère, Patricia Holloway-Shen, qui avait bâti un empire de conseil en technologie à partir de rien et m'avait appris que les femmes ne s'excusent pas de prendre de la place, était pliée en deux à côté d'elle, essuyant même des larmes de ses yeux. Mon beau-frère, Derek, avait sorti son téléphone et filmait toute la scène, et je pouvais déjà l'imaginer monter avec de la musique et poster sur son Instagram, où ses 200 000 abonnés la dévoreraient comme une friandise de contenu. Ruby. Oh mon Dieu, tu devrais voir son visage en ce moment, réussit à dire Clara entre deux hoquets. Et c'est à ce moment-là que mon père s'est levé de son fauteuil en cuir près de la fenêtre, celui qui faisait face au canyon et aux lumières de la ville s'étendant vers le Pacifique. Et tout le monde s'est tu, de la manière dont les gens se taisent quand Monsieur Holloway fait un geste. Parce que mon père ne fait pas de petits gestes. Il fait des déclarations. Il écrit l'histoire. Il a retiré son alliance de son doigt, l'anneau de platine qu'il portait depuis 38 ans, et l'a tenu à la lumière du lustre, la laissant capter et projeter des prismes sur le plafond voûté. Certains liens ne sont pas du sang, dit-il, et chaque mot tomba dans le silence comme une pierre dans une eau calme. Ce sont des choix que nous défaisons. Il a posé l'anneau sur le manteau de la cheminée en marbre avec un petit clic final qui, d'une manière ou d'une autre, a semblé plus fort que le rire de Clara, plus fort que l'hilarité haletante de ma mère, plus fort que le crépitement des crayons de couleur de James qui brûlaient. Puis il a quitté la pièce, ses pas mesurés et délibérés sur le sol en travertin, et j'ai entendu la lourde porte de son bureau se fermer avec une sorte de finalité qui vous fait comprendre que quelque chose de fondamental a changé dans l'architecture de votre monde. Les rires avaient cessé. Clara fixait l'anneau sur le manteau de la cheminée comme s'il pouvait soudainement lui pousser des dents et la mordre. Ma mère s'était complètement immobilisée, son champagne oublié à mi-chemin de ses lèvres, son expression passant de la joie au calcul si rapidement que j'en ai presque eu le tournis. Derek avait baissé son téléphone. Qu'est-ce que ça voulait dire, bordel ? La voix de Clara était devenue sèche, dépouillée de sa joie antérieure, et elle me regardait maintenant comme si je pouvais avoir des réponses, comme si j'avais d'une manière ou d'une autre orchestré ce moment, ce qui était hilarant. Parce que j'avais passé les 3 dernières années depuis la mort de Marcus à essayer de garder la tête hors de l'eau tout en gérant le deuil d'un enfant de 7 ans et le mien. Et en travaillant 80 heures par semaine comme avocate spécialisée en droit civique parce que quelqu'un devait payer les factures, et que l'assurance vie de Marcus avait à peine couvert ses dettes médicales. J'avais observé ma famille de loin, assisté à leurs fêtes et rassemblements, souri à travers leur cruauté désinvolte parce que j'avais besoin d'eux, parce que James avait besoin de grands-parents, de cousins et de l'illusion de stabilité, parce que j'étais tellement fatigué d'être seul. Je n'en ai aucune idée, dis-je, ce qui était vrai. Et j'ai pris James dans mes bras, même s'il devenait trop grand pour ça. J'ai senti ses bras s'enrouler autour de mon cou, son visage se blottir dans mon épaule. Nous partons. Tu ne peux pas partir comme ça, dit ma mère, et sa voix avait ce ton tranchant, cette autorité de salle de conseil qui faisait pisser de peur les jeunes cadres lors des bilans trimestriels. Ton père a clairement une sorte de crise, et nous devons en discuter en famille. Une famille, répétais-je, et je regardais les cadeaux détruits,
Ma sœur qui avait pensé que détruire les cadeaux d'anniversaire d'un enfant était un divertissement. Ma mère qui avait ri avec elle. Derek, tenant toujours son téléphone comme s'il pouvait reprendre le tournage si les choses redevenaient intéressantes. Ouais, bien sûr, appelons ça comme ça. J'ai porté James à travers la maison, passant devant les photographies professionnelles de la famille Holoweshen en lin blanc assorties lors de diverses vacances à la plage, passant devant les récompenses et les distinctions que mes parents avaient collectionnées comme des trophées. Passant devant l'énorme sapin de Noël décoré par des professionnels en blanc, argent et or parce que ma mère ne croyait pas à la couleur. Elle disait que c'était de mauvais goût. James n'a pas fait un bruit pendant tout le trajet jusqu'à ma voiture. Il n'a pas parlé jusqu'à ce que je l'attache dans son rehausseur et que je quitte l'allée circulaire avec sa fontaine, ses taupières parfaitement entretenues et son vide stérile et absolu. Maman, dit-il, sa voix petite, confuse et blessée d'une manière que je ne savais pas comment réparer. Pourquoi tante Clara me déteste-t-elle? La question m'a anéanti parce qu'elle était si claire, si simple, si complètement raisonnable, et je n'avais pas de bonne réponse. J'ai voulu dire, elle ne te déteste pas, mon chéri. Elle est juste irréfléchie. Elle est juste cruelle de cette manière désinvolte dont les gens riches sont cruels quand ils n'ont jamais eu à considérer les conséquences. Mais ce n'était pas toute la vérité, et James méritait mieux que mes habituelles dérobades diplomatiques. La vérité, c'est que je ne savais pas pourquoi Clara avait fait ce qu'elle avait fait. Pourquoi ce soir spécifiquement? Pourquoi avec une telle joie vicieuse? Et je ne savais pas ce que mon père avait voulu dire, ni pourquoi il avait choisi ce moment pour faire la déclaration qu'il faisait. Je ne sais pas, lui dis-je, croisant son regard dans le rétroviseur. Mais nous allons le découvrir. Je nous ai ramenés à Culver City, à notre modeste location de 2 chambres que mes parents avaient ouvertement moqué quand j'y avais emménagé après avoir vendu la maison que Marcus et moi avions achetée à Echo Park. La maison qui avait été pleine d'équipements médicaux, d'infirmières de soins palliatifs et de l'odeur de la mort dans ces derniers mois. James s'est endormi presque immédiatement une fois que je l'ai mis au lit, épuisé par le choc émotionnel. Et je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et un verre de vin qui n'était certainement pas assez cher au goût de ma mère, et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Mon père n'était pas impulsif. Monsieur Holloway était un juge fédéral à la retraite, le genre d'homme qui avait bâti sa réputation sur des décisions mesurées et des précédents prudents, qui m'avait appris que chaque action a des implications et qu'il vaut mieux les comprendre avant d'agir. J'ai consulté les dossiers financiers de mes parents, ou du moins ceux auxquels je pouvais accéder, parce que j'étais toujours désigné comme mandataire pour eux deux depuis qu'ils avaient mis à jour leur planification successorale il y a 2 ans. Et apparemment, personne n'avait pensé à révoquer mon accès. Je n'avais jamais regardé avant parce que cela me semblait indiscret et inutile. Mais la cérémonie bizarre de l'anneau de mon père avait déclenché quelque chose dans mon cerveau, activé mes instincts d'avocate, m'avait fait commencer à poser le genre de questions que je pose quand des clients viennent me voir avec des histoires qui ne tiennent pas tout à fait la route. Ce que j'ai trouvé dans la première heure m'a retourné l'estomac. Ce que j'ai trouvé dans la 2e heure m'a fait verser un 2e verre de vin. Ce que j'ai trouvé dans la 3e heure m'a fait comprendre que toute ma famille était construite sur des fondations que je n'avais jamais remises en question, et que j'aurais probablement dû le faire. Clara n'était pas ma sœur. Ou plutôt, elle était légalement ma sœur, adoptée quand elle avait 3 ans et moi 5. Mais les papiers d'adoption que j'ai trouvés, enfouis dans des documents numérisés de 1989, racontaient une histoire que mes parents n'avaient jamais partagée. La mère biologique de Clara avait été la sténographe judiciaire de mon père, une femme nommée Michelle Torres, décédée dans un accident de voiture quand Clara avait 2 ans. Et les dates coïncidaient d'une manière qui m'a fait faire le calcul 3 fois pour être sûr de ne pas me tromper. Mon père avait adopté sa propre fille biologique pour cacher une liaison, et ma mère avait accepté, avait élevé Clara comme la sienne, n'avait jamais laissé entendre qu'elle connaissait la vérité. Le secret expliquait tant de choses et rien du tout. Il expliquait pourquoi Clara avait toujours été la favorite, pourquoi elle avait obtenu le fonds en fiducie, l'appartement à Santa Monica et le poste dans l'entreprise de ma mère malgré son manque de qualification, pourquoi mes parents avaient payé pour son mariage à l'étranger. Sa lune de miel de luxe et ses allocations mensuelles qui étaient probablement plus élevées que ce que je gagnais en un an. Il n'expliquait pas pourquoi ils l'avaient laissé me torturer pendant des décennies. Pourquoi ils avaient observé sa cruauté et l'avaient encouragée. Pourquoi ils avaient ri ce soir pendant qu'elle détruisait l'anniversaire de mon fils. Sauf si ça l'expliquait. Sauf si la cruauté était le but. Sauf si me garder petite, en difficulté et dépendante était leur façon de maintenir leur fiction,
leur tableau de famille parfaite où personne ne posait de questions et où tout le monde souriait pour les caméras. Je suis resté là jusqu'à 3 heures du matin, lisant des documents, des relevés bancaires et des emails auxquels je n'aurais probablement pas dû avoir accès, reconstituant une histoire que j'avais vécue de l'intérieur sans la comprendre. Mon père avait bâti toute sa carrière judiciaire sur l'intégrité et l'équité, avait condamné des gens à la prison pour fraude et corruption, avait rédigé des avis en droit de la famille cités dans les manuels. Et il avait fait tout cela en maintenant un mensonge si fondamental qu'il avait façonné 3 décennies de nos vies. La cérémonie de l'anneau avait un sens maintenant, en quelque sorte, de la manière dont les choses ont un sens quand on regarde quelqu'un avoir une crise psychologique en temps réel. Mon père avait finalement atteint une limite, un seuil de conscience, de dégoût ou de conscience de soi, et il avait choisi la manière la plus dramatique possible pour le signaler, parce que c'est ce que font les juges. Ils font des déclarations. Ils rendent des verdicts. Mais il était parti sans explication, sans clarté, sans donner à personne les outils pour comprendre réellement ce qu'il voulait dire ou ce qui allait suivre. Et c'était sa propre forme de cruauté, sa propre forme de manipulation. J'ai dû m'endormir à table, car je me suis réveillé avec James qui me secouait l'épaule, demandant si on pouvait avoir des pancakes pour le petit déjeuner. Et j'ai réalisé que c'était le matin de Noël et que j'avais été tellement absorbé par mon travail de détective que j'avais complètement oublié. Nous avons fait des pancakes ensemble dans notre petite cuisine, et je l'ai laissé ouvrir les cadeaux de secours que j'avais achetés et cachés dans mon placard, car j'avais appris il y a des années à toujours avoir des plans de secours quand il s'agissait de ma famille. Et je n'ai pas mentionné ce qui s'était passé la nuit précédente, même si je voyais qu'il y pensait, qu'il y réfléchissait de cette manière intense dont les enfants le font quand les adultes leur ont fait défaut. Mon téléphone vibrait depuis environ 7 heures du matin. Des textos et des appels de ma mère, de Clara et même de Derek. Mais je les ai tous ignorés parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, de trouver ma prochaine action, de comprendre à quel jeu nous jouions maintenant que les règles avaient visiblement changé. Clara est arrivée à mon appartement vers midi, ce qui était choquant car Clara ne venait jamais à Culver City. Elle disait que c'était trop loin, trop ennuyeux et probablement dangereux, même si le taux de criminalité était en fait plus bas que dans sa précieuse Santa Monica. Elle a frappé à ma porte avec une persistance agressive qui suggérait qu'elle continuerait à frapper jusqu'à ce que je réponde. Et quand j'ai finalement ouvert, elle est passée devant moi sans y être invitée, son sac à main de créateur se balançant, ses cheveux parfaits, même si elle portait un pantalon de yoga et un sweat à capuche en cachemire qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Nous devons parler de papa, dit-elle, se positionnant dans mon salon comme si elle en était propriétaire. Et j'ai remarqué qu'elle ne s'est pas excusée pour la nuit dernière. Elle n'a même pas reconnu ce qu'elle avait fait à James, ce qui était si typique d'elle que j'ai failli en rire. Maman pense qu'il a un début de démence ou peut-être un AVC, et nous devons le faire évaluer. Peut-être envisager une procuration médicale s'il n'est pas compétent pour prendre des décisions. Il m'a semblé plutôt compétent, dis-je en croisant les bras, restant près de la porte, car je voulais qu'elle comprenne qu'elle n'était pas la bienvenue, qu'elle n'allait pas s'installer et commander mon espace comme elle commandait chaque espace. Il avait l'air de savoir exactement ce qu'il faisait. Enlever son alliance et dire des conneries critiques n'est pas le comportement d'une personne compétente, Ruby. C'est le comportement de quelqu'un qui a besoin d'aide. Et en tant que ses filles, nous avons la responsabilité de nous assurer qu'il obtient cette aide, qu'il le veuille ou non. Clara utilisait sa voix professionnelle, celle qu'elle utilisait quand elle prétendait être une professionnelle. Et je me suis demandé si elle avait répété le discours avec ma mère ou si c'était sa propre improvisation. Maman a déjà contacté son médecin et nous avons un rendez-vous prévu pour la semaine prochaine, mais nous avons besoin de ton accord parce que tu es toujours mentionné sur tous les papiers et nous ne pouvons pas avancer sans ta signature. Quelle est la vraie préoccupation ici, Clara, demandai-je, et j'observais son visage, cherchant les signes que j'avais appris à lire dans les dépositions et les contre-interrogatoires, les petites crispations d'inconfort qui signifiaient que quelqu'un était sur le point de mentir ou de dévier. Est-ce que c'est que papa pourrait avoir la démence ? Ou est-ce qu'il a fait quelque chose qui vous a embarrassé, toi et maman, et que maintenant vous essayez de contrôler le récit ? Bon sang, Ruby, pourquoi tout doit-il être une conspiration avec toi, s'emporta Clara. Et voilà. L'irritation qui signifiait que j'avais touché à quelque chose de vrai. Tout n'est pas une manipulation calculée. Parfois, les gens ont juste besoin d'aide et leur famille intervient pour la leur fournir. Mais je suppose que tu ne sais pas grand-chose à ce sujet, puisque tu es essentiellement absente de cette famille depuis des années, pendant que tu te morfonds dans ton deuil, ta pauvreté et ta suffisance. J'ai été absente, répétai-je lentement, goûtant chaque mot,
sentant la rage monter dans ma poitrine comme la pression derrière un barrage. J'ai été absente parce qu'à chaque fois que je viens, vous me traitez, moi et mon fils, comme des déchets, et tout le monde trouve ça hilarant. J'ai été absente parce qu'être avec vous me donne l'impression de me noyer, de devenir folle, d'être le problème alors que le problème, c'est que vous êtes tous des gens et que personne ne veut l'admettre. Le visage de Clara devint dur et froid, ses lèvres se pressant en une fine ligne, et je la vis prendre une décision, peser les options et choisir celle qui était nucléaire. Maman m'a parlé de Marcus, dit-elle, et sa voix était tombée à un ton bas et méchant, quelque chose conçu pour blesser. Sur le fait qu'il prévoyait de te quitter juste avant de tomber malade. Qu'il avait déjà contacté un avocat spécialisé en divorce. Que tu l'as pratiquement piégé pour qu'il reste en tombant enceinte de James. Elle a dit que tu avais toujours été manipulatrice comme ça, jouant toujours la victime tout en orchestrant tout pour que les gens dépendent de toi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, parce qu'ils étaient conçus pour ça, parce que Clara avait toujours su exactement où planter le couteau, et parce que quelque part sous la méchanceté évidente se trouvait une petite graine de quelque chose qui aurait pu être vrai. Ou qui aurait pu être un mensonge que ma mère avait construit, et je ne pouvais plus faire la différence, parce que mes souvenirs de Marcus à la fin étaient si emmêlés avec la morphine, la douleur et l'épuisement que je ne faisais pas confiance à mon propre récit. Mais je connaissais aussi cette tactique. Je savais comment fonctionnaient les abuseurs. Comment ils tordaient la réalité et utilisaient le doute comme une arme. Comment ils vous faisaient douter de vos propres expériences jusqu'à ce que vous ne soyez plus sûr de rien, sauf que vous deviez d'une manière ou d'une autre être le problème. Sors de chez moi, dis-je doucement, et j'ouvris la porte plus grande, la maintenant là, attendant. Sors et ne reviens pas à moins que tu ne sois prête à t'excuser auprès de James pour ce que tu as fait. Je ne m'excuserai pas pour une blague que tu as complètement déformée, dit Clara. Mais elle se dirigeait vers la porte parce qu'elle pouvait entendre dans ma voix que j'étais sérieuse, que j'en avais fini avec le jeu auquel nous jouions depuis 3 décennies. Et tu vas regretter de ne pas signer ces documents de procuration médicale, parce que quand papa ira plus mal et qu'il aura besoin d'une vraie aide, ce sera de ta faute si nous n'avons pas pu la lui fournir à temps. Elle est partie, j'ai fermé la porte et je suis restée là, tremblante. L'adrénaline inondant mon système, mon cerveau d'avocate passant en sur-régime parce que quelque chose dans toute cette situation était faux, d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Une procuration médicale ne nécessite pas un consentement unanime, à moins que les documents ne soient structurés étrangement, et la planification successorale de mes parents avait été faite par l'un des cabinets les plus prestigieux de Los Angeles. Alors, pourquoi Clara et ma mère auraient-elles besoin de ma signature spécifiquement, à moins qu'elles ne mentent sur quelque chose, ou à moins que les documents existants n'aient des dispositions qu'elles voulaient contourner? Je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser plus profondément, sortant les documents de planification successorale que j'avais survolés auparavant, les lisant attentivement cette fois. Et ce que j'ai trouvé m'a fait comprendre exactement ce que mon père faisait quand il a enlevé cet anneau. Il y a 3 mois, mon père avait modifié son testament sans le dire à personne, ou du moins sans le dire à ma mère et à Clara. Et la version modifiée ne partageait pas tout équitablement entre ses filles comme l'ancienne version. La nouvelle version laissait à Clara exactement $1 et une brève note qui disait « Tu sais pourquoi ». Et elle laissait tout le reste, l'ensemble de la succession valant plus de $40 millions entre l'immobilier, les investissements et les actions de la société de ma mère, à moi et à James à parts égales. Mais la modification avait une condition. Elle n'entrait en vigueur que si mon père mourait alors que son mariage avec ma mère était intact. Et s'il divorçait d'elle ou si elle divorçait de lui avant sa mort, toute la succession serait divisée différemment, la maison et les investissements me revenant, et les actions de la société allant à une fondation caritative que mon père avait créée spécialement à cet effet. Excluant presque entièrement ma mère et Clara. La cérémonie de l'anneau n'était pas un appel à l'aide ou un symptôme de démence. C'était un coup d'échec, une stratégie juridique enveloppée de théâtre, et mon père l'avait exécutée devant des témoins à un moment où Clara s'était révélée si complètement que personne ne pourrait plus tard prétendre qu'il agissait de manière irrationnelle. Il avait défait son mariage, ou du moins signalé son intention de le défaire, en 4 mots qui avaient probablement été choisis précisément pour leurs implications juridiques. Et il l'avait fait d'une manière qui signifiait que ma mère et Clara ne pourraient pas facilement le contester ou prétendre qu'il était incompétent sans expliquer pourquoi il aurait voulu laisser ma mère sans un sou. J'avais besoin de parler à mon père, de comprendre ce qu'il prévoyait et s'il avait besoin d'aide pour l'exécuter. Mais quand j'ai appelé son portable, je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. Et quand j'ai appelé la maison, la gouvernante a dit qu'il était parti tôt ce matin-là avec une valise et n'avait pas dit où il allait.
J'ai passé le reste de la journée de Noël à passer des appels, à rechercher des informations, utilisant tous les contacts que j'avais dans la communauté juridique pour reconstituer ce que mon père pouvait bien être en train de faire. Le soir, j'avais appris qu'il s'était enregistré dans un hôtel du centre-ville de Los Angeles, le Waldorf Astoria, et qu'il avait prévu une réunion avec une avocate spécialisée en divorce pour le lendemain de Noël, l'une des meilleures de la ville, une femme nommée Rebecca Shaw, qui avait bâti sa réputation en démantelant des contrats de mariage et en protégeant les femmes dans des divorces à gros enjeux, mais qui faisait apparemment des exceptions pour les hommes qui avaient des dossiers convaincants. J'ai aussi appris, par l'intermédiaire d'un assistant juridique avec qui j'avais travaillé sur une affaire de discrimination et qui travaillait au cabinet de ma mère, que ma mère avait convoqué une réunion d'urgence avec son conseil d'administration et essayait de faire passer une sorte de restructuration qui protégerait les actions de sa société de tout règlement de divorce. Ce qui suggérait qu'elle savait exactement ce qui allait arriver et jouait déjà la défense. Le lendemain matin, je suis allé en ville, j'ai laissé James à ma voisine, Madame Chen, qui l'avait déjà gardé et l'aimait plus que ses propres petits-enfants, et je me suis présenté au Waldorf Astoria, prête à être renvoyée ou à avoir une conversation qui clarifierait enfin ce qui se passait dans ma famille. La réception a appelé la chambre de mon père et, après une longue pause, ils ont hoché la tête et m'ont donné un numéro de chambre. Et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage, me sentant comme si j'allais entrer dans une déposition où je ne savais pas quelles questions seraient posées. Mon père a ouvert la porte en pantalon kaki et chemise, l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années, et il m'a souri avec une chaleur sincère, ce qui était si déconcertant compte tenu des circonstances que j'ai presque oublié pourquoi j'étais là. Ruby, dit-il en s'écartant pour me laisser entrer. J'espérais que tu comprendrais et que tu viendrais me parler. J'aurais dû savoir que tu le ferais. Tu as toujours été la plus intelligente. La plus intelligente, répétai-je en entrant dans la suite, qui était ridicule, chère et avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Papa, qu'est-ce que tu fais? Clara est venue hier en essayant de me faire signer des papiers te déclarant incompétent. Et maman restructure apparemment toute sa société pour cacher des actifs. Et j'ai passé la nuit dernière à lire ton testament modifié, qui est soit brillant, soit insensé, et honnêtement, je ne sais pas lequel. Les deux, probablement, dit-il, et il désigna une chaise, me versa du café d'une cafetière qui était probablement du service en chambre, et s'assit en face de moi avec sa propre tasse. Je dois te dire certaines choses et j'ai besoin que tu écoutes sans m'interrompre, puis j'aurai besoin de ton aide pour quelque chose qui va probablement faire exploser notre famille mais qui doit quand même arriver. Je me suis assise, j'ai écouté, et ce que mon père m'a dit au cours de l'heure suivante a changé tout ce que je pensais comprendre sur mon enfance, ma famille, et les mensonges prudents que les gens se racontent pour survivre à des mariages qui auraient dû se terminer il y a des décennies. La confession de mon père a commencé avec Michelle Torres, la sténographe judiciaire qui avait été la mère biologique de Clara, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Loin de là. Et au moment où il a fini de parler, j'ai compris que l'histoire que j'avais construite dans ma tête à partir de documents juridiques et de dossiers financiers n'était que la surface de quelque chose de beaucoup plus profond et plus sombre. Michelle n'avait pas été une liaison, a dit mon père, ses mains stables autour de sa tasse de café, de la manière dont les mains des juges sont stables lorsqu'ils prononcent des peines qui vont détruire des vies. Elle avait été la femme qu'il aurait dû épouser, la personne qu'il avait réellement aimée. Et quand elle était tombée enceinte de Clara, il avait voulu quitter ma mère, vouloir recommencer, vouloir construire une vie basée sur quelque chose de réel au lieu de la fusion d'entreprises qu'avait toujours été son mariage. Mais ma mère était déjà enceinte de moi à ce moment-là, de 3 mois, et elle lui avait fait une offre qui était en réalité une menace déguisée en compromis. Reste mariée, avait-elle dit, et nous adopterons ta fille après la mort de Michel. Parce que Michel était en train de mourir, a expliqué mon père, d'une leucémie diagnostiquée pendant sa grossesse avec Clara, agressive et en phase terminale, et elle avait choisi de retarder le traitement jusqu'après la naissance. Ce qui signifiait qu'elle avait vécu juste assez longtemps pour voir sa fille naître et la tenir une fois, puis elle était partie. Ma mère avait été au courant de la liaison, de la grossesse, avait d'une manière ou d'une autre également été au courant de la leucémie, et elle avait attendu avec la patience d'un prédateur jusqu'à ce que les circonstances s'alignent en sa faveur. Elle avait accepté d'élever Clara comme la sienne, de lui donner tous les avantages, de la traiter exactement comme elle me traitait, mais seulement si mon père restait marié, seulement s'il maintenait la fiction. Seulement s'il bâtissait sa carrière et sa réputation, pendant qu'elle bâtissait son entreprise, et qu'il se présentait au monde comme un couple de pouvoir qui avait tout. Elle a menti, a dit mon père, et sa voix s'est brisée pour la première fois, juste légèrement, juste assez pour que je comprenne combien cette admission lui coûtait.
Elle a menti sur tout. Elle n'a pas traité Clara comme elle te traitait. Elle a traité Clara comme une arme qu'elle pouvait utiliser contre nous deux. Elle a élevé ta sœur pour qu'elle soit cruelle, privilégiée et irréfléchie parce que ça me faisait mal de voir ça. Et elle s'est assurée que Clara sache, à un certain niveau, qu'elle était spéciale, qu'on lui devait des choses, que les règles ne s'appliquaient pas à elle de la même manière. Et j'ai laissé faire parce que j'étais un lâche, parce que j'étais piégé par mes propres choix, parce que je me suis convaincu que fournir la sécurité financière et des opportunités était la même chose qu'être un bon père. Je voulais l'interrompre, vouloir argumenter, défendre ou poser les 1000 questions qui se pressaient dans ma gorge. Mais j'avais promis d'écouter, alors j'ai écouté. Pendant que mon père expliquait comment ma mère avait tiré parti de ce secret pendant 35 ans, comment elle avait bâti son entreprise en utilisant ses relations et sa réputation. Comment elle avait utilisé sa magistrature et sa position dans la communauté juridique pour obtenir des contrats et de la crédibilité, comment elle l'avait systématiquement isolé de ses amis et collègues qui auraient pu le soutenir s'il partait. Comment elle avait cultivé les pires impulsions de Clara comme une sorte de punition continue pour sa trahison originelle. Et puis il m'a parlé de Marcus. Mon mari n'avait pas l'intention de me quitter, a dit mon père, et j'ai senti les larmes commencer à me brûler les yeux parce que c'était le mensonge avec lequel Clara m'avait poignardé hier. Le mensonge que ma mère avait apparemment inventé. Marcus était venu voir mon père 2 ans avant de tomber malade. Il avait demandé conseil sur la manière de me protéger, moi et James, si quelque chose lui arrivait, parce qu'il avait eu une alerte au cancer, une biopsie qui s'était révélée bénigne. Mais qui lui avait fait réaliser qu'il avait besoin d'une meilleure assurance vie et d'une meilleure planification successorale. Mon père l'avait orienté vers un avocat, l'avait aidé à tout mettre en place, et ma mère avait d'une manière ou d'une autre découvert ces conversations, et avait construit toute une fiction sur une procédure de divorce qui n'a jamais existé. Elle avait gardé cette fiction prête comme une arme chargée, attendant le bon moment pour l'utiliser, et elle l'avait donnée à Clara pour l'utiliser contre moi quand j'ai commencé à poser des questions sur les finances de la famille. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant » demandai-je quand il fit enfin une pause, quand je pus faire confiance à ma voix pour ne pas trembler. « Pourquoi le soir de Noël ? Pourquoi la cérémonie de l'anneau ? Pourquoi attendre 35 ans pour tout faire exploser ? Parce que je suis en train de mourir, dit simplement mon père. Et les mots ont atterri comme une bombe dans la suite d'hôtels silencieuses. J'ai un cancer du pancréas, stade 4, diagnostiqué il y a 6 semaines. J'ai peut-être 6 mois, probablement moins. Et je refuse de passer le temps qu'il me reste à maintenir un mensonge qui a empoisonné tout ce qui l'a touché. Je quitte ta mère. Je m'assure que Clara n'hérite de rien, parce qu'elle est devenue exactement ce que Patricia a fait d'elle et qu'elle ne mérite pas d'en profiter. Et je m'assure que toi et James êtes protégés, que vous avez les ressources pour construire la vie que vous voulez sans avoir à vous produire pour qui que ce soit ou à mendier des miettes à des gens qui auraient dû vous aimer mieux. La pièce a légèrement basculé et j'ai dû me concentrer sur ma respiration, sur le fait de garder mon sang-froid, parce que mon père était en train de mourir, et il le faisait en secret, et il avait construit ce jeu d'échecs juridique élaboré pour me protéger. Et je ne savais même pas par où commencer à traiter cela. J'ai pensé à James, à la façon dont il venait de perdre son père il y a 3 ans et maintenant il allait perdre son grand-père. À la quantité de morts qu'un petit garçon devrait avoir à supporter. J'ai pensé à ma mère et à Clara et à la façon dont elles étaient probablement déjà en train de préparer leur stratégie, de planifier leur contre-attaque, de construire des récits sur la démence, l'incompétence et les filles vénales qui manipulaient des hommes mourants. De quoi as-tu besoin de moi, demandai-je. Parce que c'est ce que vous demandez quand quelqu'un que vous aimez est en train de mourir et essaie de réparer les choses. Vous demandez ce dont il a besoin, puis vous le faites. Vous vous présentez. Vous l'aidez à finir ce qu'il a commencé. J'ai besoin que tu déposes les papiers du divorce en mon nom, dit mon père, sortant un dossier manie de la table d'appoint et le glissant vers moi. Rebecca Shaw a tout préparé hier. Tout est prêt, mais je veux que tu sois l'avocate au dossier parce que je te fais confiance et parce que ça rendra Patricia absolument folle que sa fille soit celle qui démantèle son mariage. J'ai besoin que tu protèges ces documents et que tu t'assures qu'ils sont correctement exécutés, même après ma mort. Et j'ai besoin que tu me promettes que tu prendras soin de Clara. Prendre soin de Clara, répétai-je, et j'ai dû le regarder comme s'il avait une deuxième tête, parce qu'il a souri. Ce sourire triste et entendu qui lui donnait l'air d'avoir 1000 ans. Elle va partir en vrille, dit-il. Quand elle découvrira la vérité, quand elle comprendra ce que Patricia a fait, qui elle est vraiment et comment elle a été utilisée, elle va s'effondrer parce que toute son identité est construite sur des mensonges,
des privilèges et la conviction qu'elle est spéciale. Elle viendra te voir un jour, et j'ai besoin que tu ne la repousses pas, que tu lui donnes une chance de devenir quelque chose de mieux que ce pourquoi elle a été élevée. C'est ma fille, Ruby, comme toi. Et elle mérite l'opportunité de choisir qui elle veut être maintenant que les masques tombent. Je voulais dire non. Je voulais souligner que Clara était une adulte qui avait fait ses propres choix, qui avait été délibérément cruelle envers moi et mon fils, qui ne méritait ni mon aide ni mon pardon. Mais j'ai regardé le visage de mon père, l'épuisement et le regret inscrits sur chaque ligne, et j'ai compris que c'est ce que font les parents mourants. Ils essaient de réparer l'irréparable. Ils essaient de créer des réconciliations qui pourraient ne pas être possibles. Ils chargent les vivants de leurs espoirs de rédemption. Et je l'aimais assez pour porter ce fardeau, même si je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. J'essaierai, dis-je, ce qui était la seule réponse honnête que je pouvais donner. Je déposerai les papiers. Je protégerai les documents. Et si Clara vient me chercher de l'aide, j'écouterai au moins. Mais je ne peux pas promettre plus que ça, papa. Je ne peux pas promettre que je pourrai réparer ce qui est cassé. Je sais, dit-il. Et il a tendu la main et a pris la mienne. La tenue comme il la tenait quand j'étais petite et que j'avais peur des orages ou des mauvais rêves. Je sais que j'en demande beaucoup. Je sais que j'aurais dû faire tout ça il y a des décennies. J'aurais dû partir quand Michelle est morte, j'aurais dû mieux vous protéger toutes les deux. Mais je le fais maintenant. Et j'ai besoin que tu saches que chaque décision que j'ai prise dans ce testament, chaque dollar que je te laisse, ce n'est pas une question d'argent. C'est pour m'assurer que tu as la liberté de choisir ta propre vie sans avoir à faire de compromis, à te produire ou à te diminuer pour qui que ce soit. Nous sommes restés assis là un peu plus longtemps, buvant un café qui avait refroidi. Et mon père m'a parlé de son plan de traitement, qui n'était pratiquement aucun plan de traitement parce que le cancer était trop avancé. Et il avait décidé qu'il préférait avoir 6 mois de temps de qualité plutôt qu'un an d'enfer de chimiothérapie. Il m'a dit qu'il écrivait des lettres à James, une pour chaque anniversaire jusqu'à ses 18 ans, et il m'a demandé de les garder en sécurité et de les lui donner aux moments opportuns. Il m'a dit qu'il avait déjà déménagé la plupart de ses biens personnels de la maison des Palisades pendant que ma mère était en réunion du conseil d'administration, n'ayant laissé derrière lui que les choses qui avaient été des cadeaux d'elle ou des choses dont il ne voulait plus. Il avait emballé ses livres, ses photographies, la montre de son père et tout ce qui comptait dans des boîtes qui se trouvaient maintenant dans un garde-meuble auquel je pourrais accéder après sa mort. Quand j'ai finalement quitté l'hôtel et que je suis retourné à Culver City, il était presque midi et mon téléphone contenait environ 50 textos et appels de ma mère et de Clara. De plus en plus frénétique, de plus en plus menaçant, de plus en plus fou de cette panique qui survient lorsque les gens qui ont toujours contrôlé le récit réalisent soudain qu'ils en perdent le contrôle. Je les ai tous ignorés, je suis rentré chez moi, j'ai récupéré James de l'appartement de Madame Chen, et nous avons passé l'après-midi à la plage, marchant sur le sable, ramassant des coquillages et ne parlant ni de la mort, ni de la famille. Ni d'aucune des choses lourdes qui pesaient sur ma poitrine. Ce soir-là, j'ai lu les papiers du divorce que mon père avait préparés, je me suis familiarisé avec chaque clause et disposition, puis je les ai déposés électroniquement auprès de la Cour supérieure de Los Angeles. Parce que la technologie moderne signifiait que vous n'aviez même plus besoin d'aller physiquement au palais de justice. Vous pouviez démanteler un mariage de 38 ans depuis votre ordinateur portable, à votre table de cuisine, pendant que votre enfant regardait des dessins animés dans la pièce voisine. Les papiers ont été signifiés à ma mère le lendemain matin à son bureau par un huissier professionnel que mon père avait engagé spécifiquement parce qu'ils avaient la réputation d'être calmes et professionnels même lorsque les gens réagissaient mal. Ce que ma mère a apparemment fait, selon le rapport de l'huissier qui m'a été envoyé par email comme confirmation de la signification. Elle lui avait jeté sa tasse de café, l'avait manqué, puis avait menacé de poursuivre tout le monde, y compris le greffier qui avait accepté le dépôt. Ce qui était savoureux venant de quelqu'un qui avait bâti sa carrière sur la compréhension du fonctionnement des systèmes et de la manière de les manipuler. Son avocat m'a appelé dans l'heure, un homme nommé Gerald Fletcher, qui était exactement le genre d'avocat pompeux et cher que les gens riches engagent quand ils veulent intimider et harceler. Et il a passé 10 minutes à me menacer de tout, des poursuites en diffamation aux plaintes au barreau, avant que je ne l'informe calmement que j'avais la documentation de mon autorité pour représenter mon père, que le dépôt du divorce était juridiquement solide, et que s'il continuait à me harceler, je déposerai une plainte officielle auprès du barreau de l'État concernant sa conduite. Clara est de nouveau venue à mon appartement ce soir-là, et cette fois, elle n'avait pas l'air soignée ou apprêtée. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Son maquillage était étalé, ses cheveux en désordre,
ses vêtements chers froissés comme si elle avait dormi dedans. J'ai failli ne pas la laisser entrer. Mais je me suis souvenu de ma promesse à mon père. Ma promesse d'au moins écouter. Alors j'ai ouvert la porte, je me suis écarté et j'ai attendu de voir ce qu'elle voulait. Le savais-tu, demanda-t-elle, et sa voix était rauque et brisée, rien à voir avec son ricanement confiant habituel. Tu savais pour papa, pour ma vraie mère et pour tout ça? Je viens de le découvrir, dis-je, ce qui était principalement vrai, ce qui était assez vrai. Le soir de Noël, après l'histoire des cadeaux. J'ai commencé à chercher des trucs et tout s'est en quelque sorte effiloché à partir de là. Maman me l'a dit Clara, et elle tremblait physiquement comme si elle avait froid, même si mon appartement était chaud. Elle m'a tout dit. M'a dit que j'étais la bâtarde de papa d'une liaison. M'a dit qu'elle n'avait accepté de m'élever que parce que ça lui donnait un moyen de pression sur lui. M'a dit que tout ce qu'elle m'avait donné était essentiellement un paiement pour exister comme un rappel constant de sa trahison. Elle l'a dit comme si c'était de ma faute, comme si j'avais demandé à naître dans cette situation comme si je devais être reconnaissante qu'elle ne m'ait pas simplement placée en famille d'accueil ou quelque chose comme ça. Je n'ai rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire qui ne sonnerait pas comme je te l'avais bien dit ou peut-être que tu aurais dû être plus gentil avec ta vraie famille. Et de toute façon, Clara était clairement en pleine dépression, et je n'étais pas assez cruel pour l'enfoncer alors qu'elle était à terre, même si elle avait passé des années à faire exactement ça avec moi. Elle s'est effondrée sur mon canapé, pleurant de cette manière désespérée et laide qui l'aurait embarrassée si elle avait eu la capacité d'être embarrassée. Et je lui ai apporté de l'eau et des mouchoirs, je me suis assise sur la chaise en face d'elle et j'ai attendu qu'elle se ressaisisse assez pour expliquer pourquoi elle était là au lieu d'être dans son condo de Santa Monica avec son mari et sa vie parfaite. Derek est parti, réussit-elle finalement à dire. Il a dit qu'il m'avait épousée parce que j'étais la fille de Patricia Holloway-Shen, parce qu'il pensait que ça aiderait sa carrière d'influenceur, parce qu'il pensait que j'avais accès à de l'argent et à des relations. Et maintenant que papa divorce de maman et me déshérite, il n'y a plus aucune raison de rester marié avec moi. Il a fait ses valises et a emménagé avec une prof de yoga de 22 ans qu'il en douce. Et il l'a posté sur Instagram comme si c'était une histoire de libération, comme si j'étais la méchante dans le voyage de son héros. Les pièces s'emboîtaient d'une manière que je ne voulais vraiment pas qu'elles s'emboîtent, parce que je commençais à comprendre l'étendue des dégâts que ma mère avait causés. Le nombre de vies qu'elle avait empoisonnées avec son besoin de contrôler, de manipuler et de gagner à tout prix. Clara avait été élevée pour être une arme, oui, mais elle avait aussi été élevée pour être vide, pour n'avoir aucune identité au-delà de ce qu'elle pouvait acheter, de ses liens de parenté ou des avantages qu'elle pouvait exploiter. Elle avait été façonnée en quelque chose de fragile et de méchant parce que cela servait les desseins de ma mère. Et maintenant que l'infrastructure qui la soutenait s'effondrait, elle découvrait qu'elle n'avait absolument rien en dessous. Pas de noyau, pas de soi, rien qui lui appartint vraiment. Je suis désolé, murmura Clara, et elle me regardait maintenant avec ses yeux désespérés. Ses yeux qui suppliaient pour quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir donner. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à James. Je suis désolé d'avoir été une telle avec toi pendant littéralement toute notre vie. Je suis désolé pour tout. Et je sais que désolé ne répare rien, mais je ne sais pas quoi dire ou faire d'autre. Et je n'ai nulle part où aller parce que maman ne répond pas à mes appels. Et Derek est parti. Et je n'ai pas vraiment d'amis parce que tous ceux que je pensais être mes amis ne faisaient que m'utiliser pour accéder au réseau de maman. J'aurais dû me sentir vengée, satisfaite que le karma ait enfin rattrapé Clara, qu'elle éprouve ne serait-ce qu'une fraction de la douleur et de l'humiliation qu'elle avait si librement distribuée. Mais assise là, à regarder ma sœur s'effondrer, je me sentais juste fatiguée, triste et un peu malade, parce que c'était ce que ma mère avait construit. C'était l'épave de sa manipulation de 35 ans. Et personne n'a gagné. Personne n'en est sorti grandi. Tout le monde a juste été détruit à des degrés divers. J'ai pensé à la demande de mon père, à son plaidoyer pour que je prenne soin de Clara, que je lui donne une chance de devenir quelqu'un de différent. Et j'ai pensé à ce que James apprendrait en me regardant gérer ce moment. Si je lui apprendrais que la vengeance est douce, que le pardon est possible, ou une combinaison compliquée des deux. Tu peux rester ici ce soir, dis-je finalement, et Clara me regarda comme si je venais de lui offrir la lune. Demain, nous trouverons les prochaines étapes. Peut-être te trouver un thérapeute, peut-être t'aider à découvrir qui tu veux vraiment être sans que maman ne tire les ficelles. Mais Clara, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Cela n'efface pas ce que tu as fait. Cela ne signifie pas que nous sommes soudainement les meilleurs amis du monde,
que je te fais confiance ou que tu es pardonné. Cela signifie que je te donne une opportunité de faire mieux. Et ce que tu feras de cette opportunité dépend entièrement de toi. D'accord, dit-elle en hochant la tête frénétiquement, s'accrochant à mes mots comme s'ils étaient une bouée de sauvetage. D'accord, je comprends. Merci. Je ferai mieux. Je promets que je ferai mieux. Je l'ai installée sur mon canapé avec des couvertures et un oreiller et je me suis assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Puis je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis laissé sentir tout le poids de ce qui s'était passé au cours des 72 dernières heures. Mon père était en train de mourir. Ma mère était une manipulatrice narcissique qui a détruit plusieurs vies pour garder le contrôle. Ma sœur était une personne brisée qui pourrait ou non être capable de rédemption. Et j'étais soudainement responsable de tout cela. De gérer les retombées, de protéger James du pire, d'essayer de sauver quelque chose de significatif de l'épave de ma famille. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de procédures judiciaires, de drames familiales et de moments calmes avec mon père à son hôtel pendant qu'il s'affaiblissait et que le cancer le rongeait avec une efficacité vicieuse. Le divorce a progressé malgré les tentatives de ma mère de retarder, de contester et de compliquer. Clara est restée sur mon canapé et a commencé à voir un thérapeute 3 fois par semaine, et a lentement commencé le travail douloureux de découvrir qui elle était sous toute la programmation. Ma mère a engagé une équipe d'avocats pour contester le testament modifié de mon père, invoquant une influence indue et une capacité diminuée. Mais j'avais la documentation de chaque décision qu'il avait prise, chaque rendez-vous chez le médecin qui confirmait qu'il était sain d'esprit, chaque étape soigneusement planifiée de sa stratégie pour protéger ce qui comptait pour lui. 3 mois après Noël, mon père est mort en soins palliatifs, moi tenant une main et Clara tenant l'autre. Et ses derniers mots ont été « Merci d'avoir essayé ». Ce qui m'a brisé d'une manière dont je ne suis toujours pas complètement sûr de m'être remise. Les funérailles ont été un cauchemar de récits concurrents, le camp de ma mère affirmant qu'il avait abandonné sa famille dans ces derniers mois, et mon camp, qui se composait essentiellement de moi et de quelques vieux amis de mon père de la magistrature. Racontant la vérité sur un homme qui avait passé 35 ans piégé dans une prison de sa propre fabrication et qui avait finalement trouvé le courage de s'échapper, même si cela lui a tout coûté. Le testament est passé en homologation, et ma mère a contesté chaque disposition et a perdu à chaque fois, parce que mon père avait été méticuleux, complet et avait anticipé chaque argument. La succession de 40 millions de dollars a été divisée exactement comme il l'avait spécifié. La moitié pour moi, la moitié pour un fonds en fiducie pour James, $1 et une note pour Clara, et rien pour ma mère, sauf le règlement du divorce, qui lui a donné les actions de la société qu'elle avait construite, mais l'a dépouillé de tout le reste. Clara n'a pas contesté son exclusion du testament, ce qui a surpris tout le monde sauf moi, car je pense qu'à ce stade, elle avait commencé à comprendre que l'argent avait fait partie de son problème. Que le fait d'avoir tout eu sur un plateau l'avait empêché de devenir une personne capable de se débrouiller seule. Environ 6 mois après la mort de mon père, Clara a quitté mon appartement et a emménagé dans un modeste studio à Mar Vista. Elle a trouvé un emploi d'assistante juridique dans un cabinet d'avocats à but non lucratif spécialisé dans les droits des locataires, et a commencé à construire une vie qui était vraiment la sienne au lieu de quelque chose construit par les attentes de ma mère et la culpabilité de mon père. Elle s'est excusée formellement auprès de James, s'est assise avec lui et lui a expliqué en des termes adaptés à son âge qu'elle avait été blessée et confuse et qu'elle s'en était prise à lui, ce qui n'était ni juste ni acceptable. Et elle lui a demandé ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses. James, qui avait l'énorme capacité de pardon de son père, a dit qu'elle pouvait venir à sa prochaine fête d'anniversaire et ne pas casser ses cadeaux, ce qui a fait pleurer Clara et moi, et aurait probablement fait pleurer mon père s'il avait été là pour en être témoin. Ma mère et moi ne nous sommes pas parlé pendant presque 1 an après les funérailles. Et quand elle a finalement repris contact, c'était par l'intermédiaire de son avocat, demandant une réunion pour discuter des affaires familiales. Ce que j'ai interprété correctement comme signifiant qu'elle voulait essayer une fois de plus de me manipuler pour que je lui donne accès à la succession, au fond en fiducie ou à quelque chose qu'elle pensait lui être dû. J'ai accepté de la rencontrer dans un lieu neutre, un café du centre-ville de Los Angeles. Et j'ai amené mon propre avocat et un appareil d'enregistrement parce que j'avais appris de mon père qu'il faut tout documenter quand on a affaire à des gens qui traitent la vérité comme une marchandise négociable. Patricia Holoweshen avait l'air plus âgée que je ne l'avais jamais vue. Le stress et la rage de l'année écoulée étaient gravés sur son visage d'une manière qui la rendait fragile et diminuée. Rien à voir avec la puissante dirigeante de technologie qui avait commandé des salles de conseil et bâti des empires. Elle a essayé ses tactiques habituelles, l'arme,
manipulation et appel à la loyauté familiale. Et quand cela n'a pas fonctionné, elle a essayé les menaces, promettant qu'elle me rendrait la vie infernale, qu'elle détruirait ma carrière juridique, qu'elle s'assurerait que tout le monde sache quelle fille vindicative et ingrate j'avais été. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à dire. Je l'ai laissé épuiser tout son arsenal d'armes qui avait fonctionné pendant des décennies. Et puis je lui ai calmement expliqué que je n'avais aucun intérêt pour son argent, son entreprise ou son approbation, que j'étais parfaitement contente de la vie que j'avais construite et des choix que j'avais faits. Et qu'elle était libre de passer le temps qu'il lui restait à être amère à ce sujet, ou qu'elle pouvait choisir de faire quelque chose de différent. Mais dans tous les cas, ce n'était plus mon problème. Ton père a tout gâché, dit-elle finalement, sa voix froide, plate et vide de tout sauf de rage. Il aurait pu simplement rester, jouer le jeu, maintenir l'image, et nous serions tous bien. Mais il a fallu qu'il soit dramatique, qu'il fasse tout exploser, qu'il se fasse passer pour le martyr et moi pour la méchante, alors que tout ce que j'ai fait, c'est protéger cette famille et vous donner à toutes les deux tout ce dont vous pouviez avoir besoin. Tu ne nous as pas protégés, dis-je. Et je me sentais étonnamment calme, étonnamment clair, comme si j'avais attendu toute ma vie pour dire ces mots. Et maintenant que je les disais, il me semblait juste et nécessaire. Tu nous as contrôlés. Tu nous as manipulés. Tu as élevé Clara pour qu'elle soit cruelle parce que ça faisait mal à papa de voir ça. Et tu m'as maintenu en difficulté parce que ça te donnait un sentiment de puissance. Tu as bâti toute ta vie sur des mensonges et de la manipulation, et tu es en colère parce que quelqu'un t'a finalement démasqué, et qu'il y a eu des conséquences. Mais ces conséquences ne sont pas la faute de papa, ni la mienne, ni même celle de Clara. Elles sont les tiennes. Tu as pris chacune des décisions qui ont mené ici. Et prétendre que tu as été la victime tout ce temps ne change rien à cela. Je l'ai laissée assise là dans le café, je l'ai laissée avec son avocat, sa rage et son incapacité totale à comprendre que certaines choses ne peuvent être ni achetées, ni manipulées, ni contrôlées. Et je suis rentré chez moi, auprès de mon fils, qui jouait dans le jardin avec un cadeau d'anniversaire que Clara lui avait acheté pour remplacer ce qu'elle avait détruit, un télescope que James utilisait chaque nuit pour regarder les étoiles, les planètes et imaginer des mondes au-delà de celui, brisé, dans lequel nous vivions. J'avais utilisé une partie de mon héritage pour acheter une maison à Pasadena. Rien de trop grand ou de trop chic, mais à nous, vraiment à nous, avec un jardin, de bonnes écoles et des voisins gentils. Et j'avais réduit mes heures de travail pour passer plus de temps avec James, pour être présente pendant son enfance d'une manière que je n'avais pas pu l'être quand j'étais noyé dans le deuil, les factures et le traumatisme familial. Clara venait dîner une fois par semaine, apportait des plats à emporter ou essayait parfois de cuisiner, bien qu'elle soit terrible à ça. Et nous nous asseyions autour de la table et parlions de ses progrès en thérapie, des projets scolaires de James ou de rien en particulier, existant simplement ensemble d'une manière qui semblait fragile, nouvelle et en rien comparable à ce que la famille avait signifié auparavant. Elle était différente maintenant, plus calme, moins dans la performance, plus incertaine, mais aussi plus authentique, comme si elle apprenait à être une vraie personne au lieu d'un personnage dans l'histoire de ma mère. Je ne dirais pas que je lui faisais entièrement confiance. Je ne dirais pas que nous étions proches comme des sœurs dans des familles normales pourraient l'être. Mais nous construisions quelque chose qui semblait honnête, au moins, quelque chose qui pourrait éventuellement devenir une affection réelle au lieu d'une simple obligation. 1 an après la mort de mon père, j'ai emmené James sur sa tombe, j'ai apporté des fleurs et le bulletin scolaire qu'il voulait que son grand-père voie, que des A et d'excellentes notes en citoyenneté. Et j'ai raconté à mon père tout ce qui s'était passé depuis. Comment Clara essayait vraiment. Comment ma mère avait déménagé à New York pour diriger les opérations de la côte et de son entreprise. Comment James allait bien. Triste parfois, mais bien. Apprenant à porter ses pertes sans les laisser le définir complètement. J'ai dit à mon père que je comprenais maintenant pourquoi il avait fait les choix qu'il avait faits, les lâches comme les courageux, et que je lui pardonnais les années que nous avions perdues, les années qu'il avait passées piégé dans un mariage qui empoisonnait tout ce qu'il touchait. Je lui ai dit que j'essayais d'honorer sa dernière demande, d'essayer de prendre soin de Clara tout en me protégeant, moi et James, d'essayer de trouver l'équilibre entre la compassion et les limites, et que c'était difficile, mais que je le faisais. La morale de cette histoire, si des histoires comme celle-ci ont une morale au-delà du simple fait d'être vécues et survécues, c'est que certaines familles sont construites sur des mensonges si fondamentaux que la seule façon de les réparer est de tout démolir et de recommencer. Et c'est terrifiant, mais parfois nécessaire. C'est une morale sur la façon dont l'argent et le pouvoir peuvent corrompre non seulement les individus, mais des systèmes entiers de relations,
sur la façon dont les gens sacrifieront la vérité, la gentillesse et l'amour lui-même pour maintenir le contrôle. Sur la façon dont la seule issue est de traverser. Et traverser est laid, douloureux et coûte tout. Mais c'est aussi une morale sur la façon dont le changement est possible, même pour les personnes qui semblent irrécupérables, tant que quelqu'un est prêt à tenir la porte ouverte et à insister pour qu'elle la franchisse elle-même au lieu d'être portée. Clara a fait le travail. Elle a choisi de devenir quelqu'un de différent. Et peut-être que cela n'efface pas ce qu'elle a fait ou qui elle était, mais ça compte quand même. Ça compte que les gens puissent changer s'ils le veulent assez fort. Parfois, je pense à la cérémonie de l'anneau de mon père, à ces 4 mots qui ont changé notre famille pour toujours. Et je comprends maintenant qu'il nous donnait la permission de défaire les liens qui nous faisaient du mal, de choisir qui nous voulions être au lieu d'accepter qui nous avions été assignés à être. Certains liens ne sont pas du sang. Ce sont des choix que nous défaisons. Il défaisait son mariage. Il défaisait les mensonges. Il défaisait la construction soignée de la normalité qui exigeait que tout le monde fasse semblant, se produise et suffoque lentement. Et en défaisant tout cela, il nous a donné, à moi et à Clara, l'espace pour peut-être, un jour, construire quelque chose de mieux, de réel, quelque chose qui pourrait réellement tenir la route sans s'effondrer sous ses propres contradictions. Le jour du 8e anniversaire de James, exactement un an après la catastrophe du réveillon de Noël qui a tout déclenché, Clara est arrivée avec un gâteau d'anniversaire qu'elle avait fait elle-même, de travers et légèrement brûlé. Mais décoré de planètes et d'étoiles parce qu'elle s'était souvenue qu'il aimait l'astronomie. Elle a chanté Joyeux anniversaire d'une voix hésitante et incertaine, comme si elle avait peur que nous nous moquions d'elle ou que nous la rejetions. Et quand James a soufflé ses bougies, elle lui a demandé ce qu'il avait souhaité. Et il a dit que l'année prochaine, tante Clara apporte un gâteau acheté en magasin parce que celui-ci a l'air un peu effrayant. Et nous avons tous ri. Un vrai rire, le genre qui vient de l'affection réelle au lieu de la cruauté déguisée en blague. Et j'ai pensé à mon père, observant ce moment doux que les juges aillent quand il meurt. Et j'ai espéré qu'il savait que nous l'avions fait. Nous avions survécu à la vérité qu'il avait finalement dite. Nous avions construit quelque chose qui pourrait réellement durer parce que c'était construit sur l'honnêteté au lieu des mensonges, sur des choix au lieu d'obligations, sur la compréhension que la famille est quelque chose que l'on fait. Que l'on défait et que l'on refait jusqu'à ce qu'on y arrive, ou du moins assez bien pour vivre avec.